Oui, bonsoir, chers amis. Je vous souhaite la cordiale bienvenue. Bonne soirée depuis mon laboratoire atelier. Donc, ce lieu, cet endroit où, progressivement, comme ça, de jour en jour, nous créons ce qui est devenu une oasis. Donc, une oasis, un lieu du recueillement, un lieu où on se met en suspension de ce monde prison et où, comme ça, progressivement, de résistance en résistance, nous rendons nos vies, nos existences de plus en plus agréables en augmentant nos intelligences. Oui, voilà. Donc, nous sommes à l'édition des lectures, donc d'une lecture critique de Bartleby, la grande nouvelle, hein, on va dire la grande nouvelle d'Herman Melville, que nous allons lire sous l'angle d'une critique du management libéral. Voilà, donc Bartleby, la nouvelle Bartleby d'Herman Melville, lue sous l'angle du management libéral. Voilà donc comme ça, vous qui là-bas au loin voyez déjà le désert qui arrive, vous qui ne comprenant pas les mouvements, les turbulences, les agitations incompréhensibles de ce monde dans lequel vous êtes englué jusqu'au cou, oui, voilà, le poète philosophe, en des temps pas si lointains, avait dit comme cela que le désert avance. Le désert avance, le désert avance. Ô vous qui avez l'âme, qui avez une âme dans la poitrine, souvenez-vous que le désert avance. Souvenez-vous que le désert avance. Ô vous qui avez une âme dans la poitrine, qu'attendez-vous pour aller trouver refuge dans l'oasis? Qu'attendez-vous pour aller trouver refuge dans l'oasis? Et oui, et il se pose donc que l'oasis, elle est là, elle est tendue, et que au milieu de cette oasis, il y a des paysans. Il y a des paysans qui viennent de partout dans le monde, et des paysans qui, au fil des jours, de labeur, de travail, d'heures de travail en heures de travail, rendent ce lieu propice et vivable. Dans l'oasis, caché là-bas, entre deux dunes de sable, le paysan avait planté des oranges à la peau neuve. Tous les matins, il regardait avec joie les fruits mûrir et gonfler de leur pulpe sous le soleil foudroyant. Un jour, alors qu'il entrait dans l'oasis, les oranges se mirent à chanter, chacune d'une voix différente. Cueille-moi, bon paysan, cueille-moi. Alors le paysan détacha un fruit de l'arbre, rompit les chairs de ses doigts et pressa la sève dont il regorgeait sur tout son corps transi. Voilà le jar de victoire, voilà le genre de récompense donc que vous aurez, vous qui avez accepté comme cela, de vous retrouver dans cette oasis ce soir. Voilà, donc lecture du Bartleby le scribe, la nouvelle d'Herman Melville, sous l'angle d'une critique du management libéral. Donc je vais me proposer donc d'aborder comment dire ça, ma critique donc de cette nouvelle sous différents aspects. Donc dans un premier temps, je vais observer donc les personnages centraux qui animent l'intrigue de cette nouvelle. Par la suite, je vais mettre en place, mettre en place la structure qui anime les rapports entre les différents personnages et montrer justement donc sur quoi reposent les rapports entre ces différents personnages et en gros quel type donc de structure ces rapports mettent en évidence. Par la suite, on va s'intéresser aussi au cadre, hein, donc le cadre, le lieu dans lequel l'histoire, on va dire comme ça, se déroule. Et au final, donc, nous mettrons en évidence que le fond, en gros, de cette nouvelle est la critique donc du management libéral. Voilà, donc management libéral qui est donc exercé
par le patron, on va dire, donc de cette étude notariale dans laquelle Bartleby sera recruté et où nous allons le connaître au travers de ces différentes péripéties. Voilà, et donc comme ça, donc pour nous accompagner, ben, il y a inévitablement la nouvelle Bartleby, le magnifique, le scribe de Herman Melville, titre original Bartleby de Scrivener. Nouvelle de Bartleby, donc là je l'ai prise en version bilingue parce que de temps en temps il est très utile de retrouver les mots aussi dans la langue même. Donc au cas où, comme ça voilà. Très intéressant. Et aussi, comme vous le savez très bien, pour tout texte, tout texte littéraire américain, il est inévitable de recourir à ce gros livre qui s'appelle la Bible. Je pense que tous les grands textes littéraires américains trouvent leur source dans la Bible. Donc, et c'est le cas aussi donc, de Bartleby le scribe, donc, où on retrouve l'inspiration, notamment dans le livre de Job. Donc voilà, nous allons aussi comme ça faire un petit crochet par le livre de Job pour pouvoir voir des aspects, disons, beaucoup plus profonds, les aspects beaucoup plus théologiques et métaphysiques, sinon philosophiques, de la nouvelle Bartleby le scribe. Donc, comme cela pour commencer, donc au niveau des personnages, donc au niveau des personnages, il y a en gros on va dire 5 personnages principaux. Donc il y a les personnages dénommés par exemple le dindon, le personnage dénommé la Grinche, le personnage dénommé gingembre, Ginger. Il y a le patron lui-même donc de l'étude notariale dont on ne connaît pas le nom. On a juste quelques détails comme ça sur son parcours professionnel. Et il y a bien sûr Bartleby. Donc on l'aura noté comme ça dès le départ que au niveau des trois principaux, donc des trois premiers personnages, c'est-à-dire que le dindon, gingembre et puis la gringe, donc les noms, on peut dire ce sont des noms caricaturaux. Donc ce sont des noms caricaturaux qu'ils se sont donnés entre eux, donc c'est-à-dire ce sont des sobriquets qu'entre eux ils se sont attribués et qui sont censés donc traduire des traits de leur personnalité. Donc le dindon, la grinche, on comprend, ça veut dire, et puis gingembre. Donc voilà, gingembre. Et comment est-ce que au final ces différents personnages sont décrits? Donc au niveau de la nouvelle Bartleby le Scribe. Donc déjà ce qu'on peut noter par exemple pour dindon, donc on nous dit que dindon, bon ben c'est quoi? C'est un anglais qui est trapu et bedonnant. Donc anglais trapu et bedonnant, il aurait dans la soixantaine à peu près, donc le même âge que le patron de l'étude notariale. En outre, donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui apparemment est une sorte de bipolaire, c'est-à-dire qu'en journée, donc le jour, il a un visage d'une belle teinte vermeille, et même aussi en termes psychologiques, par exemple, il est beaucoup plus productif le jour, donc disons le matin, et puis ben, l'après-midi, il y a comme ça une transformation très étrange qui se produit comme ça auprès de lui, donc d'où notamment le nom de dindon, donc parce que l'après-midi, il devient flamboyant, donc il flamboie comme charbon dans l'âtre à Noël. Voilà, donc on voit bien le dindon comme ça, rouge et ainsi de suite. Voilà, donc il a ce changement, donc une sorte d'individu, on va dire un petit peu comme ça, bipolaire, donc qui le matin est très productif et puis qui l'après-midi devient totalement improductif et puis ben, qui fait par exemple beaucoup de fautes, qui fait beaucoup de tâches au niveau de ses copies parce que leur travail c'est quand même de faire des copies d'actes officiels. Donc ce qui le rend justement très improductif pendant lors de l'après-midi. Et l'autre aspect aussi comme ça qui est noté au niveau de la personnalité de Dindon, c'est qu'il est susceptible d'une énergie décidément exagérée. Donc il y a comme cela une sorte un manque de maîtrise de lui-même, donc ce qui peut le pousser ce qui le pousse même à ne jamais être dans une sorte de juste milieu, si on va dire, dans sa manière de se projeter et puis d'agir dans le monde. L'autre
personnage, donc le deuxième personnage, on va dire en termes d'ancienneté, donc d'expérience dans l'étude notariale, c'est Lagrange. Voilà, donc Lagrange. Et donc on nous dit Lagrange, c'est un jeune homme, donc totalement à l'opposé du propriétaire, du patron et puis de Dindon. Il est à peu près âgé de 25 ans. Voilà. Et il a une mine comme cela, une mine de pirate. Voilà. Donc il a une mine de pirate. Et l'un des traits comme ça, donc caractéristiques de sa personnalité, c'est ce que l'auteur dit: j'ai toujours vu en lui la victime de deux puissances malignes, l'ambition et l'indigestion. Donc on va dire donc que l'ambition donc de Lagrange, c'est ce qui le pousse, contrairement à Dindon, à être beaucoup plus productif pendant donc les après-midi. Et au niveau donc de l'indigestion, cela se traduit par une sorte de nervosité irascible. Donc, je pense que bon, Melville a une sorte de perception comme ça, on va dire, de la psychologie sous l'angle aussi biologique. C'est-à-dire que on pensait par exemple que les humeurs reposent dans certaines parties du corps. Donc les humeurs reposent dans certaines parties du corps, ce qui justement ne surprend pas du tout. Par exemple, on peut dire ben, dans le foie repose telle ou telle humeur, et que même par exemple pour soigner certaines humeurs, on pouvait recourir à des organes spécifiques, c'est-à-dire à des manipulations par exemple, ou alors à des expédients ayant des effets précis sur tel ou tel organe pour pouvoir justement améliorer l'humeur, et ainsi de suite. Donc il y a comme cela donc chez Lagrange cette connexion entre l'indigestion, donc comment je vais dire ça, une indisposition, on va dire, physique, et donc son trait de caractère qui est cette nervosité irascible. Voilà. Et l'autre chose aussi, comme ça, au niveau du tempérament de Lagrange, c'est qu'il semble que ce soit un individu qui ne savait pas du tout, donc qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, qui, comme ça, donc, est dans une sorte qui aussi, donc, qui est dans une sorte d'indétermination permanente par rapport à ce qui est ses désirs et puis sa volonté. Et le troisième donc personnage par ordre d'ancienneté employé aussi à l'étude notariale, c'est bien Gingembre. Donc Gingembre en fait donc c'est un garçon, un gamin, on dit très bien, un gamin d'une douzaine d'années à peu près. Donc c'est un gamin d'une douzaine d'années qui en fait est une sorte de commissionnaire, c'est-à-dire qu'il fait toutes les courses, le garçon a tout fait, il fait toutes les courses, on l'envoie à gauche à droite, c'est lui qui va acheter par exemple les biscuits pour les scribes, il fait toutes les tâches, il va livrer les documents, ainsi de suite. Donc, à savoir que dans une étude notariale, l'étude produit des documents, donc manuscrits, qui doivent être par la suite visés par les donneurs d'ordre et en gros, tout le service postal, on va dire ça comme ça, tout le service postal donc de l'étude et puis de différents menus approvisionnement sont assurés par notre cher ami le gingembre. Voilà. Et donc par la suite, donc il y a le patron. Voilà, donc il y a le patron. Donc j'aurais peut-être pu commencer par lui, mais j'ai préféré le mettre dans un troisième lieu. Ah ben il y a le sorcier Braguette qui rejoint notre vidéo. Ben écoute, je te souhaite la cordiale bienvenue et je peux déjà donc te dire que toi qui es un sorcier Braguette, il y aura bientôt la Bible là qui va sortir. Donc j'espère que tu n'auras pas peur et que tu vas pas t'enfuir. Le temps qu'elle sorte, voilà. Donc, je reviens au niveau du patron, donc le patron de l'étude, le patron de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en fait de lui? Donc, on apprend que le patron de l'étude, il a une soixantaine d'années à peu près. Il a une soixantaine d'années à peu près. On apprend de lui aussi que il a pris une charge par rapport à la chancellerie, donc des documents donc, qui sont établis pour le compte de la chancellerie, et que par rapport à cette nouvelle charge donc, qu'il a prise, il se retrouve dans le besoin de recruter une ressource supplémentaire. Et en plus de cela, ben, il a aussi, donc comment dire ça, ce fonctionnement, on va dire, très disproportionné donc entre Dindon et puis Lagrange.
donc où la productivité, on va dire comme ça, hein, de ces copistes n'est pas totalement assurée parce que ben, il y a un qui est beaucoup plus actif le matin et puis l'autre qui est beaucoup plus actif l'après-midi. Donc en gros, il lui fallait comme ça trouver une sorte de nouvel élément, nouvel employé qui lui donc se manifesterait par une certaine constance et qui permettrait donc de pouvoir rattraper, on va dire, les travaux en retard. Parce que donc le cabinet, comme ça, avec cette nouvelle charge qu'il a obtenue, croule sous beaucoup de travail et avec on va dire l'inconstance hein, du comportement de son équipe, ben, il n'arrive pas à livrer tous les documents à temps. Voilà. Donc, il doit recruter donc Bartleby. Donc, en termes de son caractère aussi, qu'est-ce qu'on peut noter au niveau de son caractère? Donc, on peut noter au niveau de son caractère que euh, euh, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul. Donc, en tant que patron, il ne se manifeste pas forcément par une grande, un grand dynamisme, un grand engagement. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt en fait quelqu'un qui fait le moins possible, par exemple, c'est pas quelqu'un qui va se tuer, par exemple, à la tâche, qui va se tuer au travail, non. Il le fait le moins possible et autre chose aussi que l'on peut comme ça noter au niveau donc du caractère du patron, c'est qu'il manifeste, on va dire, un certain sens de l'écoute par rapport à ses employés. C'est-à-dire que ce qui se produit, c'est que comme en fait il y a dans le travail dans des scribes une étape primordiale qu'on appelle la collation, c'est-à-dire que donc c'est en fait l'étape où le document est comparé par rapport à son original ou bien par rapport à d'autres copies. Donc pour s'assurer que toutes les copies du document sont rédigées sous les mêmes termes. Donc c'est un travail forcément qui nécessite à ce qu'il y ait une interaction entre les différents copistes. Et donc là, ah, ok, bah écoute, pas de souci, sorcier baguette. Bah écoute, si la connexion n'est pas bonne, j'espère que tu pourras au moins regarder la vidéo après en différé. Voilà. Donc, donc, au niveau de ce travail donc, de collation, où les différentes copies d'un document sont comparées entre elles en vue de s'assurer que elles sont identiques, donc simplement avant de livrer les différents exemplaires, il apparaît donc que le patron, à ce moment-là, il a besoin de collaborer de manière très active, donc de travailler de manière côte à côte, très collaborative comme ça avec les différents employés. Et il manifeste aussi beaucoup de bienveillance hein, par rapport à eux. Donc il manifeste beaucoup de bienveillance par rapport à eux. Mais la chose peut-être qu'on pourrait vraiment à ce stade-ci noter comme véritable comportement, donc ce qui aussi est très... donc un élément aussi à prendre en considération, c'est qu'on se serait par exemple attendu à ce qu'un manager libéral, parce que véritablement ce patron c'est un manager libéral. C'est-à-dire qu'on est dans une étude notariale, donc c'est une étude donc libérale qui fonctionne avec des clients qui commandent des copies de différents documents officiels, donc de différents documents d'affaires, et donc qui vit en fait donc grâce à la vente et puis à à la traduction, disons, à la traduction de ces différents actes officiels, des actes commerciaux ou bien des actes de propriété, de changement de propriété, puis ainsi de suite. Donc, on est dans une entreprise totalement libérale où on se serait justement attendu par rapport à, on va dire, au mythe libéral donc du manager, du patron, qui est que le manager est très actif et très dynamique, notamment quand l'entreprise lui appartient. Donc à savoir que s'il manque de dynamisme, ben, l'entreprise forcément peut courir à la banqueroute, d'où ce besoin donc d'être beaucoup plus dynamique, par exemple, ben, de se lever très tôt le matin, de se coucher très tard le soir, et puis ainsi de suite, de travailler même par exemple le week-end, et puis ainsi de suite. Mais on se rend compte que donc au niveau du patron, il ne se comporte pas du tout dans ce sens-là. Il essaie de faire le moins possible. Donc là, il y a véritablement une sorte d'attitude, on va dire, de fonctionnaire, hein, si on peut dire ça comme ça, d'attitude de fonctionnaire. Donc, qui est aussi, à mon avis, comme ça, un premier révélateur donc de ce que pourrait être dans sa réalité
un management de type libéral. C'est-à-dire que il est souvent présenté dans le management de type libéral comme étant très dynamique, comme étant un management qui ne compte pas ses heures, qui travaille que ce soit dans le lieu de service, donc lieu de service, que ce soit à la maison, par exemple, donc qui ne compte pas du tout ses heures dans l'accomplissement de son travail, et où on constate que ben voilà, on est face à un exemple typique de manager libéral qui lui, au contraire, compte ses heures et puis semble privilégier comme ça d'autres sources, disons, d'égaiement, de distraction ou bien d'occupation que uniquement le travail. Voilà. Donc, aspect très intéressant à noter à ce niveau-là. Et puis, bon, ben, au niveau de Bartleby, qu'est-ce qu'on note? Donc, Bartleby, lui, il rejoint donc cette équipe, cette étude, parce qu'il y a un besoin supplémentaire de main-d'œuvre avec une nouvelle charge qui a été acceptée et puis beaucoup de retards qui ont été accumulés au niveau des documents à produire. Et qu'est-ce qu'on note comme ça directement au niveau du comportement de Bartleby? Et ça sera donc un aspect très intéressant à noter, c'est que, donc je vais lire simplement ce que le narrateur, on va dire, dans le narrateur justement de Bartleby étant le patron, donc le manager de cette étude notariale, donc il est le narrateur de la nouvelle, et voilà ce qu'il dit de Bartleby. Il dit: son application, son éloignement de toute dissipation, son activité incessante, sauf lorsqu'il plaisait de se mettre à rêver debout derrière le paravent, sa grande tranquillité, son comportement inaltérable en toutes circonstances faisaient de lui une précieuse acquisition. Donc, qu'est-ce qu'on note directement? Ben, Bartleby, c'est quelqu'un qui est très appliqué à la tâche. Donc, il travaille, il abat un travail considérable et il est tranquille. C'est-à-dire que donc il y a une constance, cette fameuse constance qui manquait au niveau du comportement, l'attitude des employés précédents, dont Dindon et puis Lagrange. Ben lui, il manifeste cette constance-là au point où son patron le trouve véritablement comme étant une bonne acquisition. Il est satisfait dès le départ donc de l'avoir recruté. Et qu'est-ce qu'on note par exemple par ailleurs de ce qu'il dit de lui? Il dit: j'avais une confiance singulière en son honnêteté. Je sentais que mes papiers les plus précieux étaient parfaitement en sûreté entre ses mains. Voilà. Donc, Bartleby, un employé de confiance, quelqu'un qui est décrit comme honnête. N'oublions quand même pas que nous travaillons là, donc que nous sommes là dans un univers, on va dire, juridique, dans le monde du notariat, et où les caractères, donc les notions de confiance sont très importantes parce que quand même, les dossiers, les différents documents sur lesquels les copies sont faites sont des documents souvent confidentiels. Donc, l'honnêteté, la confiance est un critère, on va dire, très important. Et donc là, comme ça, voilà, Bartleby, il se manifeste par cela. Donc, il est honnête, il est travailleur, voilà, honnête travailleur. Et qu'est-ce qu'on apprend encore d'autre, par exemple, par rapport à Bartleby, dont je vais me faire un plaisir de le partager avec vous. J'évoquais alors tous les mystères tranquilles que j'avais observés chez cet homme. Je me souvins qu'il ne parlait jamais, sinon que pour répondre. Il ne parlait jamais, sinon que pour répondre. Que, bien qu'il eût parfois beaucoup de temps à lui, je ne l'avais jamais vu lire. Non, pas même un journal. Que, durant de longues périodes, il restait debout derrière le paravent à contempler à travers sa pâle fenêtre le mur de briques aveugles, que j'en étais tout à fait sûr, il ne fréquentait jamais ni restaurant ni table d'hôte. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'on note donc comme ça de Bartleby? C'est quelqu'un qui, donc, il a un côté rêveur. C'est-à-dire il est très appliqué à la tâche, ça, il n'y a rien à dire, mais il a un côté rêveur. C'est-à-dire qu'il a un côté comme ça, insaisissable, de quelqu'un qui se plonge comme ça en plein milieu de son travail dans une rêverie dont personne finalement ne connaît ni le début, ni le commencement, ni la fin. Quelque chose qui finalement n'est que pour lui, n'est qu'à lui une sorte de secret
qu'il garde comme ça pour lui tout seul et qui fera finalement donc qui participe à l'intrigue en fait hein, donc voilà au caractère intrigant de Bartleby, c'est-à-dire que cette part en fait de lui-même qu'il ne partage avec personne. Donc si on peut noter donc comme ça au niveau de Bartleby rapidement pour dresser un peu donc une sorte de portrait beaucoup plus serré de ce qu'il est. Donc on va en fait lire Bartleby sous l'angle de l'employé, n'est-ce pas? Et on va en fait regarder la structure. C'est-à-dire que si on considère en fait que, et c'est un peu le cas ici, c'est-à-dire que nous sommes dans euh, un monde libéral, dans une entreprise libérale, et que nonobstant, on va dire malgré toute la bienveillance que peut dégager le patron de cette entreprise libérale, les codes de cette entreprise libérale s'imposent quand même aux employés. Et donc ici, le comportement ou l'attitude du patron ne doit en fait être comprise que comme une modération des codes ou bien de l'influence que la structure en elle-même impose aux individus. Mais en aucun cas, on ne pourrait considérer que l'attitude, par exemple, bienveillante du patron serait en elle-même un élément important pour percevoir la structure dans laquelle les individus travaillent et par rapport à laquelle ils produisent des comportements pour être plus ou moins, comment je vais dire ça, gagnants dans cet environnement. Donc, si on perçoit donc Bartleby comme ça sous l'angle du travailleur, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc dire en fait que Bartleby, c'est un employé qui réalise les attentes de ce qu'un management libéral a vis-à-vis d'un employé. Bartleby, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sans compter. Hormis ces séquences de rêverie, il travaille sans compter. Matin, midi, soir, il travaille. Il travaille plus même que son manager, par exemple. Il travaille plus que son manager. Il fait quoi d'autre encore? Il vit au travail. Il vit au travail, c'est-à-dire que c'est véritablement ce que le management libéral attend des individus. C'est-à-dire que les individus n'aient d'autre occupation que leur travail. Et voilà ce que Bartleby y réalise. Il ne vit que pour son travail. Il vit dans son travail. Tout ce qu'il fait relatif à son travail. Autre chose aussi, ben justement, c'est que on peut dire aussi ça comme ça clairement, c'est-à-dire que Bartleby, il vend son âme, c'est-à-dire qu'il vend son corps, il vend son âme. Ou alors on va dire une partie de son âme, c'est-à-dire qu'il se met totalement à la disposition de son patron. Totalement à la disposition de son patron. Donc, ce qu'on peut noter comme ça de prime abord, donc, c'est que Bartleby, il réalise en fait l'ensemble de comportements qui sont attendus d'un employé dans un système de type libéral. C'est-à-dire que devenir une sorte d'esclave qui va tout accepter, qui va tout faire, qui n'aura plus d'autre vie au-delà de l'univers de son travail et qui ne peut être, ou alors qui ne sera réduit en fin de compte, ou alors qui ne pourrait être pris en compte que comme étant travailleur. Donc, seul finalement, comment dire ça, seul destin qui est accordé ici à l'individu et que Bartleby donc réalise clairement. Donc Bartleby, on peut le percevoir donc, comme je le disais tout à l'heure, comme étant la réalisation de ce que le management de type libéral attend d'un travailleur. Donc, dans un deuxième temps, voilà, donc nous allons regarder comme cela les rapports donc entre les différents personnages, donc qui vont en fait nous permettre donc de bien saisir donc la structure de ce de, de cette comment je dis ça, de cette entreprise hein, donc libérale avec le type de rapport de pouvoir comme ça qui peuvent être mis en place dans ce genre de structure. Donc il y a trois types de rapports comme ça que je vais donc que j'ai noté et sur lesquels je vais faire un petit commentaire. Donc il y a le premier rapport donc qui est le rapport entre Gingembre et puis Dindon, Lagrange et le patron. Donc on l'a fait bien noter. Un Gingembre c'est vraiment le petit garçon à tout faire âgé de 12 ans
et donc qui va en fait faire toutes les commissions pour Dindon et puis Lagrange. Donc il y a un peu comme ça une sorte de rapport, on va dire, lié au droit d'aînesse où on peut faire en fait à ce petit gingembre en gros tout ce qu'on veut. On peut l'envoyer autant qu'on veut et puis ainsi de suite. Donc il y a oui, ce droit d'aînesse en fait qui est exercé par les copistes envers le gingembre. Donc une forme aussi, on va dire comme ça, de rapport de domination qui est lié à l'âge et puis ben, on va dire au respect. Bon, parce qu'il faut quand même aussi regarder qu'au niveau de l'époque, là, donc Gingembre étant un enfant, ben, il se devait aussi comme ça de manifester un certain respect par rapport aux copistes. Donc l'autre aspect aussi donc de rapport que l'on peut mettre en place, c'est par exemple le rapport qui existe entre Bartleby et puis les autres donc et puis les autres copistes. Donc ce qu'on a noté donc c'est que Bartleby en fait c'est l'employé parfait. C'est l'employé parfait. Il est parfait. Hein, il est honnête, il est travailleur, il est constant. Euh, il travaille, il ne compte pas ses heures, il dort au travail, voilà quoi. Il est honnête. Sa vie finalement peut être réduite en deux choses, à quelques rêves, deux choses, c'est-à-dire qu'à quelques rêveries devant un pan de mur, et puis à son travail. Donc c'est l'ouvrier, c'est le travailleur parfait, Bartleby. Or, qu'est-ce qu'il se passe? Ce qui se passe, c'est que ben, les autres copistes ne l'aiment pas. Voilà, les autres copies ne l'aiment pas. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, une des situations que l'on est souvent amené à noter donc, dans des entreprises de type libéral. C'est en fait que l'employé, finalement, qui est le plus consciencieux, qui est le plus travailleur, celui qui donne finalement sans compter et donc qui réalise les attentes de ce système en lui-même, donc les attentes en termes de comportement que la structure libérale. Attend des individus, c'est ce type d'employés, on va dire dans les employés archétypiques, c'est ce type d'employés qui sont les plus détestés. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est-à-dire que comment il peut donc se produire que les employés qui réalisent, donc qui sont archétypiques par rapport à un système, soient ceux qui soient les plus détestés? Mais en fait, simplement parce que personne ne croit en ce système. Et c'est ce qu'on a noté, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà noté au niveau du patron, c'est-à-dire que lui non plus, il ne réalise pas, on va dire, l'archétype, ou alors il ne réalise pas l'idéal de ce que c'est que le manager libéral, donc qui ne compte pas ses heures et puis ainsi de suite. Et l'autre chose aussi, pareillement au niveau des autres employés, ben, au niveau de l'inconstance de leur comportement, au niveau par exemple de leur saute d'humeur et puis ainsi de suite, ben, eux non plus, ne réalisant donc pas ces attentes par rapport au comportement qui serait attendu d'un individu dans une structure de type libéral, ben, ils sont en fait, comme cela, amenés à détester finalement celui qui représente cet archétype-là, Bartleby. Donc, et on sait très bien que ben, ils ont directement perçu Bartleby comme étant une menace hein, pour eux, donc, notamment avec sa grande charge de travail. Au moment où Bartleby s'est mis à refuser de collaborer, ben, il est clair qu'ils ont poussé le patron à le mettre à la porte. En tout cas, ils ne l'ont jamais découragé de d'agir en ce sens-là. Hein. Donc, ce qui finalement met en exergue en fait quelque chose, c'est que dans un système finalement qui réduit les individus à une condition d'esclaves, entre esclaves eux-mêmes, des oppositions se font, des luttes se font entre esclaves pour finalement, on va dire, d'une manière plus ou moins détournée pour finalement plaire au patron. Voilà. Et donc, le troisième rapport aussi que on peut dégager donc au niveau des personnages, c'est le rapport entre Bartleby et puis le patron. Donc, on va dire donc à partir du moment où la relation entre Bartleby et puis le patron donc de l'étude notariale, c'est euh, a commencé, on va dire, sous de bons auspices, donc où l'appréciation de départ qui a été faite sur la qualité de travail et puis la personnalité de Bartleby ont été très positives. Et donc, il est clair que dès ce moment-là, le patron a toujours manifesté une certaine bienveillance par rapport à Bartleby. Et même
lorsque Bartleby finalement décide donc de sortir, parce que c'est aussi ça finalement, je pense, la grande, le grand mouvement de cette nouvelle, c'est finalement Bartleby qui décide de euh, reprendre sa liberté, ou alors qui décide de marquer la limite à son esclavage. Donc dès le moment où même Bartleby décide donc de marquer la limite à son esclavage, la limite à son exploitation par ce système libéral, il n'en demeure pas moins que, même si ce sont pour de mauvaises raisons, que nous allons préciser plus tard, le patron continue à croire que il est de son devoir de demeurer bienveillant par rapport à Bartleby et finalement d'essayer d'assoupir, on va dire, hein, d'assoupir ce qu'il appellerait les souffrances de Bartleby. Or, comment est-ce qu'un individu qui, fixant les limites à son exploitation, donc revendiquant sa liberté, se réappropriant de sa vie, comment est-ce que cela peut être perçu par le manager de type libéral comme étant un avilissement? Voilà aussi quelque chose de très intéressant à exploiter. C'est-à-dire que l'individu finalement qui, dans une entreprise, hein, on va dire, parce qu'on est bien dans une entreprise, donc l'individu qui, dans une entreprise, va marquer la limite. Il va dire, dès cet instant, à partir de là, je ne vais plus collaborer parce que là, vous êtes en train d'outrepasser finalement, on va dire, les droits que j'ai accepté d'aliéner. Donc, dès le moment où vous les dépassez, moi, je décide de ne plus collaborer. Un individu pareil, il est directement perçu, catalogué par la structure libérale comme étant malade. Comme étant malade. C'est-à-dire que l'individu qui finalement revendique sa liberté, qui devient libre, il est taxé de malade. D'où, justement, tout ce recours donc à l'histoire de Job et puis ainsi de suite, à la facilité, à la fatalité. Donc comme quoi en fait, il y aurait comme cela quelque chose qui n'a aucune autre explication que la fatalité, de très vague, qui se sera imposée ou alors qui agirait finalement Bartleby et l'empêcherait d'être lui-même. Or, justement, Bartleby, il est lui-même. Oh, il est lui-même. Donc, je pense que vous percevez à peu près ce détournement que le management de type libéral peut faire de la tentative de revendication ou bien de libération, on va dire ça comme ça, donc de réappropriation de soi des individus. C'est-à-dire que ce serait un peu comme ça pour aller rapidement dans la carrière, donc dans un exemple, disons, que je vais faire peut-être volontiers caricatural, ce serait de dire que dès le moment où, par exemple, un individu se met en grève, hein, par exemple, donc se met en grève et dit, OK, moi, dès ce moment, si je dis non, je revendique autre chose, l'explication finalement qui serait faite en fait, donc qui serait faite de sa grève, ce serait de dire, mais il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, mais il souffre de quelque chose, mais il y a une fatalité qui s'abat sur lui, mais il est dépassé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'individu ayant été asservi, parce que et c'est là où on comprend très bien ce que c'est que cet asservissement, et c'est là où on comprend même en fait que le jugement, ou bien voilà, le jugement qui est porté par rapport à l'attitude de celui qui va revendiquer, il est aussi agressif, il est aussi, comment faire, comment ça, il est aussi fort parce que justement, dans un arrière-plan inconscient, l'individu ne peut pas être conscient. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il prenne conscience de l'exploitation dans laquelle il se situe. Raison pour laquelle, même quand les signes manifestes de, on peut dire, d'un éveil de sa conscience sont visibles, il faut qu'ils soient traduits comme les signaux d'une maladie ou d'une fatalité qui dépasserait l'individu et donc le désapproprierait totalement de la reprise ou de la réappropriation de lui-même. Très intéressant. Donc comme ça, on commence déjà donc à tirer en filigrane que, enfin on commence déjà comme ça, oui, à mettre à voir donc en filigrane que les rapports qui se sont établis entre les personnages, donc notamment le rapport entre Bartleby et les autres employés, Bartleby et puis le patron, nous démontrent très bien
que cette étude notariale, donc qui est une entreprise, hein, une entreprise libérale, donc où s'exerce le métier de copiste, et en plus, dans Wall Street, donc Wall Street, on le sait très bien, c'est le temple, hein, c'est le temple de la finance mondiale, c'est le lieu où tout se vend, tout s'échange, où différentes, voilà, où toutes les marchandises, on va dire les marchandises, les ressources du monde passent de main en main à la vitesse presque de la lumière, ou sinon même peut-être plus rapidement encore que la lumière. Donc nous sommes dans le temple du commerce. Arrêtons-nous peut-être 2 secondes sur ce que c'est que ce métier de copiste. Parce que je dois peut-être avouer qu'à un certain moment, donc au niveau de ma lecture, il m'a traversé comme ça l'esprit que Bartleby le scribe pouvait aussi être lu comme Bartleby l'écrivain. Donc à savoir en fait que le scribe, le copiste, c'est-à-dire que le métier même en fait d'écrivain en tant que tel, ou alors historiquement, c'est-à-dire que de travailler des textes, de travailler l'écrit, était en fait un métier de copiste. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, par exemple, on devait considérer les écrivains comme à des époques, je ne sais pas, par exemple, à l'époque babylonienne ou bien égyptienne, par exemple, ce seraient simplement des personnes, en fait, qui copieraient des textes pour que ceux-ci ne disparaissent pas. Donc, il y a aussi une possibilité comme ça de regarder Bartleby le scribe sous l'angle en fait donc du rapport entre l'écrivain et une certaine forme de domination qui pourrait être par exemple, pourquoi pas, c'est-à-dire qui pourrait par exemple être tout un système commercial auquel l'écrivain serait confronté. Donc c'est une lecture possible que je n'ai pas adoptée parce qu'il m'a quand même semblé que le plus important était cette critique du management de type libéral. Donc autre élément encore comme ça donc qui se rajoute donc au niveau de on va dire au niveau de cet angle d'attaque donc que j'ai choisi, donc je notais très bien, donc il y a le fait que toute cette activité donc, se déroule à Wall Street, donc nous sommes dans le temple vraiment du libéralisme américain. C'est par exemple à Wall Street que ben, l'effondrement hein, de la bourse à Wall Street, voilà le crash, un fameux crash de la bourse à Wall Street, ben, que tout le monde entier s'est retrouvé dans cette crise cette crise économique, ces 2 crises économiques du XXe siècle qui ont eu toutes les conséquences que vous connaissez, je pense très bien, en termes de coûts humains et ainsi de suite. Donc, cadre libéral, entreprise libérale qui produit c'est-à-dire comment dire ça, qui crée des attentes en termes de comportement au niveau des individus. Et donc, c'est tout ce jeu-là, en fait, qui crée donc finalement ce qu'on appelle le management de type libéral. Et donc, pour préciser donc maintenant ce que c'est que ce management de type libéral. Donc, le management de type libéral, c'est donc un management qui vise en fait à faire des individus des esclaves. C'est-à-dire que on arrive quand même aussi à ce constat. C'est-à-dire que l'on regarde, par exemple, aujourd'hui, donc dans la gestion des entreprises, c'est-à-dire que les individus sont des esclaves. L'une des choses, par exemple, qui est très paradoxale, hein, on ne peut pas en faire le parallèle avec notre époque contemporaine. C'est-à-dire que nous vivons quand même dans une période extraordinaire où en fait nous avons érigé, donc, notamment dans la partie occidentale du monde, où nous avons érigé donc la liberté et puis la démocratie comme étant les valeurs cardinales et centrales pour les individus et puis les sociétés. Et qu'est-ce qu'on constate en fait? On constate en fait que dans l'une des organisations primordiales, c'est-à-dire que l'organisation qui crée principalement de la richesse dans nos sociétés, donc disons les sociétés occidentales, même si l'entreprise est devenue aujourd'hui une structure, on va dire, mondiale, donc l'entreprise n'est pas démocratique. C'est hallucinant. Même l'entreprise libérale n'est pas, comment je veux dire ça, n'est pas libertaire. Quand je dis l'entreprise libérale n'est pas libertaire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux en fait dire que l'entreprise libérale ne promeut pas elle-même la liberté des individus. C'est-à-dire en fait que elle a peur même des individus. Et c'est l'un des aspects par exemple, qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas, pendant vous, au niveau de votre expérience professionnelle et puis ainsi de suite, mais ce que moi je constate de mon côté, c'est la chose suivante. Et puis avec aussi dans les différentes expériences que j'ai. Donc je constate en fait que nous sommes dans un système où en fait on dit à l'employé, tu peux parler, parle, exprime-toi.
Mais en fait, les employés s'expriment, mais l'expression finalement qu'ils ont ne fait pas bouger les choses. C'est-à-dire qu'il y a comme cela des constantes dans les entreprises donc dans les entreprises et où finalement les discours des employés ne font pas bouger ces choses. Donc où alors on se demande finalement mais pourquoi donc est-ce qu'on demande aux gens de parler autant? Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de parler autant même de pistes d'amélioration, de faire mieux finalement les choses ou bien leur travail, mais où au final il n'y a pas de résultat et où cette parole-là, on va dire critique, n'est pas prise en compte par le management libéral pour justement changer les conditions de vie des employés. Donc, on en arrive donc au constat en fait que finalement, de dire aux individus, vous pouvez parler, c'est en fait de leur dire, parlez, mais sans plus. Parlez quand même, mais il n'y aura aucun résultat. Donc, la, la parole finalement est juste un moyen pour le management libéral de connaître si les employés sont toujours asservis ou pas, si ils ont conscience ou pas de leur asservissement et si ils veulent agir ou pas contre cet asservissement. Voilà la seule chose à laquelle est en fait, voilà la seule manière par laquelle peut finalement être considérée cette parole-là des employés. Hormis cela, elle n'a aucune espèce d'importance parce qu'elle ne joue pas véritablement son rôle critique comme on se serait attendu que dans une société qui se revendique justement comme étant libre. Parce que quand même, l'entreprise libérale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, l'État ne peut pas faire, c'est nous qui devons faire. Donc les individus doivent être libres d'agir. Or, ceux qui se retrouvent comme travailleurs dans l'entreprise, et ils sont liés par un contrat qui, au final, devient un contrat d'esclavage. Parce que leur liberté n'est pas prise en compte, et même lorsque leur parole s'exprime, celle-là non plus n'est pas prise en compte. Donc, je fais ce parallèle pour en arriver simplement au fait que Bartleby, parmi l'un de ses traits de caractère, c'est qu'il ne parlait pas. Mais finalement, pourquoi est-ce que Bartleby ne parlait pas? Voilà. Et c'est comme ça donc, que je me dis, ben, Bartleby, finalement, c'est quelqu'un qui a tout compris. C'est quelqu'un qui a tout compris. C'est-à-dire que Bartleby, il a très bien compris, en fait, que dans une structure de type libéral, parler ne fait pas changer les choses. Si on revient encore à notre période actuelle, c'est-à-dire que c'est quand même, et le fait de le dire quand même, c'est très grave. C'est-à-dire que j'espère quand même que nous tous, nous percevons la gravité de ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que nous prenons par exemple le cas même de nos démocraties, c'est qu'on sort par exemple même du cas de l'entreprise et on prend simplement donc les démocraties où nous avons eu comme ça une libération, mais totale, enfin bon, pas totale, mais disons, nous avons une grande libération de la parole. Il se dit de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de bruit, les voix se font de plus en plus entendre, les écrits circulent, mais alors à la vitesse de la lumière. Par exemple, là, je suis en train de parler, peut-être qu'il y a quelqu'un à Pékin qui est en train de m'écouter. Donc, tout circule à une vitesse proverbiale. Or, les choses ne changent pas. Mais comment c'est possible finalement? C'est-à-dire que comment est-ce que la parole, justement, les écrits, ainsi de suite, la circulation, qui est censée produire donc des bouleversements, des changements au niveau des sociétés, au niveau des structures, ne joue plus ce rôle à l'heure actuelle au point de produire, par exemple, tout ce qu'on appelle ce désenchantement par rapport à la démocratie. Donc, comme quoi on te dit, ben, tu as le droit de t'exprimer, mais au final, les gens renoncent à s'exprimer parce qu'ils ont pris conscience que cela ne fait pas changer le système d'exploitation euh, libéral. Et donc voilà un peu, à mon avis, comment est-ce que le silence aussi de Bartleby peut être perçu. C'est-à-dire que c'est en fait pas le silence de quelqu'un qui ne veut pas parler pour narguer les autres. Ce n'est pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire. Non, au contraire, c'est plutôt le silence de quelqu'un qui sait que ce monde-ci, tel qu'il se produit, cette structure-là, telle qu'elle se produit, avec les artifices qu'elle accorde aux individus comme étant les signes de leur libération, que tout cela, même quand l'individu les utilise, n'aboutirait pas à la libération de cet individu-là. Donc, le système finalement qui est mis en place par le management de type libéral
ne produit pas la libération de l'individu. Or, on aurait très bien pu s'accorder au moins, enfin, on peut très bien s'accorder sur le fait que la libération des individus peut être un facteur ou même est un facteur de création de richesse, comme par exemple la libération ou alors ouais, la libération ou alors la libéralisation comment on dit ça, de l'industrie privée a été un facteur de création de richesse. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose pour les individus? Et Bartleby, lui, à mon avis, le comprenant, il est muet, il est silencieux, il ne dit rien. Parce que finalement, que signifie en fait tout ce flot de paroles? Et même, on peut comprendre, ouais, que signifie tout ce flot de paroles? C'est-à-dire que ce flot de paroles-là, c'est de la distraction, c'est la société de consommation, enfin, comment dire ça, c'est la société du spectacle chez Guy Debord. C'est le bruit pour le bruit, mais pas du bruit pour changer les conditions du monde. Bartleby, il le comprend et il adopte donc ce silence magnifique, magnifique, mais qui, bien sûr, est de temps en temps interrompu lorsque, ayant atteint les limites de l'acceptable, c'est-à-dire qu'il arrive aussi à un point où il dit, là, je vous ai vendu mon corps, je vous ai vendu mon âme, mais là, je dis, je ne continue plus. I would prefer not to. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, la seule parole finalement sensée, elle est celle-là. I would prefer not to. Je fixe les limites. C'est à partir de là que je deviens finalement libre, puisque cette parole que vous voulez m'accorder là n'aboutit à rien. Elle n'aboutit à rien. Et on va regarder, il y a deux cas très, à mon avis, très marquants de cela. C'est par exemple quand en fait, donc, après différentes péripéties, donc le patron qui change qui change la localisation de l'entreprise, donc il déménage, Bartleby reste dans le local, puis au final il se retrouve en prison. Et puis quand il vient en fait rendre visite comme ça à Bartleby, parce que forcément il est quand même sous le remords, hein, donc il est toujours sous le remords, simplement en fait parce que Bartleby ne lui donne pas la possibilité de comprendre. Parce que c'est aussi ça le management libéral, c'est-à-dire qu'il a besoin en fait que l'individu lui dise que oui, je suis content d'être asservi. Et quand ça lui manque, il faut qu'il comprenne. C'est pour ça que, à mon avis, en fait, c'est de cette manière qu'on peut comprendre la bienveillance, en fait, ou alors cette conscience douloureuse du patron, qui est que quand Bartleby ne lui démontre pas comme le reste des employés, donc comme Dindon et puis Lagrange et puis Gingembre, que oui, je suis content de mon asservissement, mais c'est la raison pour laquelle Bartleby l'intrigue et qu'il a envie de comprendre Bartleby. Mais comment ça se fait que lui, il ne puisse rien me dire? Donc, il veut comprendre ce silence de Bartleby, là, parce qu'il a justement besoin de ce réconfort-là de l'employé qui va dire « Je suis satisfait de ma condition d'esclave ». Voilà. Donc, on constate comme ça, donc, à deux reprises. Donc, quand il va rendre visite à Bartleby, puis Bartleby lui dit « Je te reconnais, toi. Je te reconnais, toi, et je ne te parlerai pas. » Je te reconnais toi et je ne te parlerai pas. Donc voilà, donc il lui dit ça clairement. Donc que malgré toutes les bonnes intentions que tu es en train de manifester vis-à-vis de moi, je te reconnais toi. C'est-à-dire que toi, avec ce que tu représentes, c'est ce système où, voulant, donc me disant que j'ai le droit à la parole, au final, la parole que je vais, donc les mots, la parole que je vais échanger avec vous, au final, ne va pas aboutir à changer quoi que ce soit dans la situation dans laquelle je suis. Donc, Bartleby le reconnaît ça. Il dit, je sais, je te reconnais, toi, je sais qui tu es, je sais de quoi tu es le nom. Et comme je sais de quoi tu es le nom, je ne vais pas du tout passer mon temps à parler avec toi. Je ne vais pas passer mon temps à parler avec toi. Donc, il y a vraiment voilà, la grande conscience de Bartleby. Malgré le fait que tout cela soit passé sous l'aspect de la fatalité, de la maladie ou bien je ne sais pas moi quoi. Non, Bartleby, il est très conscient et il sait exactement, à mon avis, tout ce qu'il est en train de faire. Notamment quand, par exemple, il refuse même il refuse tout ce qui est la nourriture. Par exemple, c'est-à-dire que son patron, ben, il glisse comme ça quelques billets et même aussi peut faire passer quelques paquets par les agents de la sécurité pénitentiaire. Ben voilà, Bartleby refuse tout ça. Il ne mange presque pas, il mange même pas du tout. Donc, il rejette complètement cela. Donc, en assumant finalement, et puis on peut même finalement se poser la question, mais est-ce qu'au final, donc, c'est ça le sort de l'individu libre? C'est-à-dire que est-ce que l'individu libre confronté à un management de type libéral n'a d'autre solution que la mort?
n'a d'autre solution que d'accepter le suicide. Est-ce que par exemple, hein, retournons par exemple avec des cas qui se sont produits en France par exemple, hein, ou donc dans des sociétés comme France Télécom, il y a eu ces mutations dans le type de management qui ont produit finalement toute une vague de suicides et puis ainsi de suite. On peut se poser la question, Bartleby en tout cas c'est un peu ce qu'il est en train de nous dire. Bartleby en fait nous dit, ben, rien n'est possible, tu ne peux pas faire changer ce monde libéral, c'est-à-dire que tu prends conscience de l'asservissement dans lequel il t'installe, mais tu ne peux pas le changer. Est-ce donc cela le destin du travailleur, on va dire, dans l'entreprise libérale? That's the question. Donc, au niveau donc de ce discours, hein, on va dire de la, donc ce discours de la fatalité, donc qui fait comme cela recours à la Bible, j'aimerais voilà comme ça partager avec vous quelques éléments, comment dire ça, la lecture donc du livre de Job, hein, dans le livre de Job qui est un livre poétique. Donc, à savoir en fait que dans le livre de, de Job, il fait l'objet d'une citation dans Bartleby. Donc, lorsque Bartleby se retrouve en prison, hein, il se retrouve en prison et où on sait peu à peu qu'il avance, hein, donc qu'il avance vers sa mort. Donc il y a comme cela un dialogue entre un des surveillants et puis le patron. Donc où je vais peut-être juste vous lire ce dialogue pour comprendre en fait d'où vient cette référence au livre de Job. Et après, nous allons commenter rapidement ce que, par rapport au un management de type libéral, cette référence-là voudrait dire. La face ronde du marchand, est-ce qu'il va encore se passer de déjeuner aujourd'hui? Il vit donc sans déjeuner? Il vit sans déjeuner, répondis-je, et lui fermer les yeux. Et il dort, n'est-ce pas? Avec les rois et les conseillers, murmurai-je. Et il dort, n'est-ce pas? Avec les rois et les conseillers, murmurai-je. Voilà, donc avec les rois et les conseillers, murmurai-je. Donc c'est directement inspiré dans du livre de Job. Donc Job, en fait, comme ça, pour faire un peu le résumé, et puis on va refaire la connexion par la suite avec Bartleby, le scribe. Donc Job, en fait, donc c'est un fervent croyant comme ça à qui dont Dieu décide d'éprouver la foi en lui faisant en lui envoyant des ulcères, des maladies et puis ainsi de suite. Donc il vit toutes les souffrances possibles et imaginables au point de regretter même d'être né. Voilà, au point de regretter d'être né. Hein? Et donc, c'est un peu ça, cette fatalité-là. Donc, où en fait, finalement, le patron met en fait, disons, cette volonté de mettre un terme à sa vie comme étant le signe d'une fatalité. Donc, un peu comme si, à l'image de Job, Bartleby subissait des événements, une sorte de tragédie qui s'imposait à lui, contre quoi il ne pouvait rien faire que de se résigner à accepter sa mort. Or, ce n'est pas du tout la lecture, à mon avis, qu'on devrait avoir dans la résignation de Bartleby. Au contraire, c'est que la résignation de Bartleby, elle est un acte volontaire. C'est-à-dire que Bartleby lui-même, c'est-à-dire que par lui-même, il se dirige progressivement vers sa mort parce qu'il comprend que face à un management de type libéral, dès le moment où la parole et la critique ne peuvent pas le changer et où la parole n'est que une sorte d'arme ou bien d'outil de distraction, Bartleby décide de mettre un terme à ses jours. C'est-à-dire que Bartleby aurait pu, par exemple, c'est-à-dire que il aurait pu avoir la posture du révolutionnaire, mais c'est-à-dire que donc du révolutionnaire, on va dire flamboyant, c'est-à-dire que du révolutionnaire extraverti. Mais là, Bartleby, il a plutôt la posture du révolutionnaire
intraverti. C'est-à-dire qu'il, finalement, se réapproprie sa liberté. Il n'a même pas besoin de la clamer haut et fort. Il se la réapproprie simplement et il arrive, on va dire, c'est un peu comme on va dire les philosophes stoïciens, c'est-à-dire qu'il arrive finalement au constat que devant cette machine libérale, puissante, qui broie les individus, qui les asservit, qui les réduit par le contrat de travail dans un état qu'on peut appeler d'esclavage, et en sachant même aussi que le système de l'esclavage, c'est l'un des systèmes quand même les plus anciens d'exploitation des individus et qui a comme cela et qui a sa transformation, hein, donc qui subit comme ça des transformations historiques, mais qui, en trame de fond, demeure le principal moyen par lequel nous produisons des richesses dans ce monde. Bartleby, il part. Il décide d'arrêter. Je ne veux plus cette comédie. I will prefer not. Je ne veux plus de cela. J'arrête. Je ne veux plus. Je fixe mes limites. J'arrête. Donc, c'est héroïque aussi cela, parce que finalement, en fait, l'option du suicide, parce que pour moi, Bartleby meurt, c'est vraiment un choix, donc c'est l'option du suicide. L'option du suicide, c'est toujours une option courageuse, même si on sait que oui, en termes, comment je dis ça, en termes séquentiels, c'est-à-dire que la manière dont le suicide lui-même se met en place peut être très douloureuse pour l'individu, il n'en demeure quand même pas moins que l'option du suicide est une option très courageuse, comme par exemple ces fameux employés. Donc si on peut faire un parallèle, à mon avis, hein, ce serait vraiment celui-là, c'est-à-dire ces fameux employés de France Télécom, où par exemple certaines personnes diront oh mais ouais mais quel genre d'individu est-ce que c'est, des gens quand même à qui on parle de à qui on soumet un nouveau type de management et puis c'est des faibles en tout cas, ouais ben ils ne supportent pas la modernité, ben voilà, c'est des voilà quoi, ils n'ont pas l'étoffe pour être se confronter au monde moderne, et alors ben en tant que personne faible ils vont au suicide, ils choisissent finalement la solution de facilité. Donc, ce sont un peu ce genre, comme ça, on va dire, c'est des discours qui visent en fait à disqualifier le courage. Hein, qui visent à disqualifier le courage. Parce que là, le courage, dans le cas échéant, ce n'est pas de rester et d'accepter. C'est pas ça le courage finalement. C'est que le courage, en fait, c'est celui de dire que non, ce qu'on est en train de faire là, nous ne sommes plus en cohérence avec nos idéaux en tant que société. Parce que c'est ça véritablement la question. C'est-à-dire que si on dit que nous sommes dans une société qui se veut de plus en plus libre, qui va de plus en plus libérer les individus des différents asservissements, il faudrait que dans, on va dire, la structure ou bien l'organisation la plus importante de ces sociétés, que l'on assiste donc aussi à l'émergence des individus libres. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'entreprise aussi les individus soient libres, c'est-à-dire que qu'ils puissent plus ou moins assumer qu'ils sont et que, étant ce qu'ils sont, cela soit une force et le moyen de fabriquer de la richesse pour ces individus eux-mêmes et aussi par ricochet la richesse pour la société et le reste des hommes. Donc comme ça, je vais pour commencer gentiment à conclure notre lecture sur Bartleby, la nouvelle Bartleby de Herman Melville, donc qui se visait d'en faire une lecture sous l'angle critique du management libéral. Donc je vais lire donc le chapitre 3, hein, un extrait du chapitre 3 du livre de Job dont est inspirée cette perception finalement que le patron a de Bartleby, donc étant quelqu'un qui est agi par des forces qui le dépassent, donc par une fatalité qui le pousse finalement à mettre fin à ses jours. Donc, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit donc la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un homme est conçu. Que ce jour-là soit changé en ténèbres. Que Dieu ne daigne pas d'en haut en tenir compte. Qu'aucune lumière ne brille sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le reprennent. Qu'une sombre nuée s'étende sur lui. Qu'une éclipse le remplisse d'épouvante. Que cette nuit devienne la proie des ténèbres.
qu'elle ne figure plus parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas au nombre des mois, oui, que cette nuit-là soit stérile, qu'on n'entende aucun cri de joie pendant une telle nuit, qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent les jours, ceux qui sont habiles à faire lever le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point s'ouvrir les paupières de l'aurore, cette nuit qui n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, qui n'a caché la douleur de mes regards. Et il dit, car maintenant je serai couché, je jouirai du repos. Donc c'est vraiment quelqu'un accablé de douleur par son Dieu. Il souhaite sa mort. Et donc quand il souhaite donc sa mort, il dit, ben voilà, car maintenant je serai couché, je jouirai du repos, je dormirai, je serai tranquille avec les rois et les arbitres du monde, qui se bâtissent des mausolées avec des princes gorgés d'or, qui remplissent d'argent leurs palais, ou bien, comme l'avorton ignoré, je n'existerai pas, semblable aux petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants ne tourmentent plus personne, là se reposent les hommes dont les forces sont épuisées, là les captifs sont tous tranquilles, ils n'entendent plus la voix de l'exacteur. Petits et grands y sont confondus ensemble, et l'esclave y est affranchi du joug de son maître. Voilà. Donc, on constate très bien, hein, c'est-à-dire que le même système, par exemple, a été utilisé au niveau de l'Afrique noire, par exemple. C'est-à-dire qu'au moment où la colonisation donc s'est produite en Afrique noire, la religion chrétienne donc a proposé le cadre en fait d'interprétation de l'asservissement des Noirs par les Européens. Donc, le même processus aussi est mis en place là, hein. C'est-à-dire que le même processus donc d'asservissement du travailleur européen par, disons, le patron dans le type de management, donc dans le type de management libéral, lui-même aussi, il tire toute sa source de la Bible, donc notamment ce passage du livre de Job, donc où en fait on te dit, ben voilà, si tout ce malheur qui s'impose à toi, ben voilà, il est juste, c'est une fatalité, c'est comme ça. Et puis le seul moment où moi, le puissant, et toi, le faible, seront égaux, ce ne sera que pendant la mort. Voilà. Mais ce n'est pas, à mon avis, cette interprétation qu'il faut garder de la mort de Bartleby. Au contraire, la mort de Bartleby est un choix délibéré, le choix de celui qui comprend que le monde, disons, libéral est impossible à changer, que c'est un monde où la promesse qui est faite à l'individu n'est pas tenue et que même, on va dire, la critique finalement, qui est le seul moyen par lequel on peut corriger une promesse, elle non plus n'aboutit à rien, sauf à la production d'un bruit, à la production, voilà, à la production du bruit, à la production de, on va dire, d'une agitation, et d'une agitation qui au final va se révéler stérile. Et que la seule chose finalement qu'il est possible à l'individu de faire dans un système pareil, c'est de dire à un certain moment, stop, je vous ai vendu mon corps, je vous ai peut-être vendu une partie de mon âme, mais là maintenant, je ne vous donnerai pas le reste. À mon avis, voilà ce qu'on pourrait tirer de Bartleby, le scribe. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme donc, de ces lectures de Bartleby le scribe, la nouvelle d'Herman Melville, que je vous invite à lire et ou à relire. Elle est très instructive et elle offre comme cela plusieurs pistes d'interprétation et on peut même dire plusieurs pistes, à mon avis, de compréhension de ce que c'est que le management de type libéral et de ce que ce management de type libéral oppose ou alors impose aux individus en termes de comportement, d'attitude et même au-delà de pensée.
Et comme cela, pour conclure cette lecture dans notre oasis, laissez-moi encore comme ça vous lire deux derniers poèmes. Dans l'oasis cachée là-bas, entre deux dunes de sable, le paysan avait planté des oranges à la peau neuve. Tous les matins, il regardait avec joie les fruits mûrir et gonfler de leur pulpe sous le soleil foudroyant. Un jour qu'il entrait dans l'oasis, les oranges se mirent à chanter, chacune d'une voix différente. Cueille-moi, bon paysan, cueille-moi. Alors le paysan détacha un fruit de l'arbre, romput les chairs de ses doigts et pressa la sève dont il regorgeait sur tout son corps transi. Voilà, j'espère que cette lecture a eu, comme sur ce paysan, l'effet de de ce jus d'orange dégoulinant comme ça sur votre corps et réveillant votre intelligence et vous donnant l'envie de lire ou de relire la nouvelle Bartleby le Scribe d'Herman Melville. Merci d'avoir participé à cette nouvelle lecture et je vous propose de vous retrouver vendredi prochain où nous allons attaquer le Loup des Steppes, le roman magnifique, on va dire le grand chef-d'œuvre de Mr. Herman Hesse. Merci à vous, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.